Bonsoir très chers collègues, bonsoir très chers abonnés. J'espère que vous allez très bien. C'est Jean-Syn Kunga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics, ingénieur BTP, formateur des logiciels de génie civil. Alors aujourd'hui nous allons continuer nos formations. Nous allons donc dimensionner une semelle sous poteau. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Nous allons faire donc le dimensionnement d'une semelle sous poteau. Voilà en fait la configuration des projets, de ce que nous allons faire tout à l'heure. Voilà, donc les dimensions que vous êtes en train de voir ici, ce ne sont pas des dimensions que nous allons donc appliquer ici, mais c'est juste pour vous montrer comment est-ce que la configuration de semelle sous poteau se présente. Voilà, donc ça c'est le plan d'exécution, c'est-à-dire que donc c'est un cas qui a été déjà donc traité. Donc j'ai déjà travaillé, c'est un projet que j'avais fait à la main. Voilà, donc c'est pour cela que je viens de tirer tout simplement le dessin de ces projets, de manière à ce que vous puissiez quand même avoir l'idée de semelles sous poteau que nous allons traiter tout à l'heure sur Robot Structural Analysis, communément appelé RoboByte. Voilà, donc c'est ici que nous allons faire directement ces projets. Voilà, j'espère que vous savez très bien ce qu'on appelle la semelle sous poteau. Voilà, donc la semelle sous poteau, en fait, c'est une semelle qui supporte la charge de des colonnes ou de des poteaux. Voilà, donc c'est comme vous le voyez, donc sa configuration, vraiment, c'est comme ça. Voilà, donc ça, c'est une colonne. Voilà, il y a même la descente de charge ici. Donc, il y a NT1, donc ça dit la valeur de la descente de charge par rapport à la première colonne. Et à ce niveau ici, vous aurez également la deuxième colonne, la valeur de la descente de charge par rapport à la deuxième colonne. Voilà. Et puis maintenant ici, nous avons directement une semelle. Donc c'est cette semelle qui supporte donc le deux colonnes. C'est pour cela donc on l'appelle la semelle sous poteau. Voilà. Et nous le savons très bien qu'une semelle sous poteau, on le fait beaucoup plus. Par exemple, si vous êtes en train de faire un long bâtiment, supposons par exemple vous êtes en train de construire un bâtiment et peut-être qui sera peut-être, je ne sais pas, bon, je peux prendre un exemple de 25 mètres de long ou voire même de 50 mètres de long. C'est-à-dire, où je prends un exemple par exemple de 40 mètres de longueur, c'est-à-dire que vous avez un bâtiment de 40 mètres de longueur. Alors, pour permettre à ce que le bâtiment puisse respirer, on nous oblige beaucoup plus de placer directement les joints de dilatation. C'est-à-dire, je ne peux pas construire directement un long bâtiment comme ça, de 40 mètres, voilà, de 40 mètres comme ça, sans pourtant placer les joints de dilatation au milieu. Ce n'est pas conseillé. Pour que le bâtiment puisse respirer, il faudrait que vous puissiez soit placer un joint de dilatation au milieu ici. Voilà, donc vous avez la possibilité, par exemple, de construire. Vous construisez le premier bâtiment à une distance, par exemple, de 20 mètres. Voilà, vous placez les joints de dilatation ici au milieu. Et puis de l'autre côté également, vous construisez un autre bâtiment à une distance de 20 mètres. Et les cumul, ça vous fait directement les 40 mètres. Voilà, mais tandis que ce n'est pas conseillé de construire directement un long bâtiment de 40 mètres. Voilà. Alors maintenant, à ce niveau ici, là où on place directement les joints de dilatation ici, c'est ici où vous avez la possibilité soit d'utiliser aussi la semelle sous poteau. Vous pouvez soit utiliser la semelle sous poteau à ce niveau. Supposons que nous avons, je prends un exemple, un joint de dilatation ici. Par exemple, je prends un exemple de combien de centimètres? Je prends par exemple de 5 cm. Voilà. Nous avons un joint de dilatation ici de 5 cm. Je prends seulement un exemple. C'est-à-dire ça peut aller, peut-être ça dépend de la configuration des projets. C'est-à-dire qu'à ce niveau, vous pouvez faire directement une semelle sous poteau. Donc, c'est-à-dire à ce niveau ici, vous placez une colonne ici. De l'autre côté également, vous placez une autre colonne. Voilà, donc je peux prendre d'abord ça. C'est-à-dire qu'ici, vous aurez une colonne. Voilà. De l'autre côté ici, vous aurez une autre colonne. Et au milieu ici, il y a un joint de dilatation. Maintenant, ici en bas, vous aurez directement une semelle. Voilà, vous aurez une semelle ici. C'est-à-dire une seule semelle qui va supporter les deux colonnes que vous allez placer ici pour séparer dans les deux bâtiments. Voilà, au niveau de joint de dilatation. Voilà, donc je répète. Donc, c'est-à-dire vous placez la première colonne ici.
la deuxième colonne de l'autre côté. Et puis directement ici, vous avez une semelle. Voilà, c'est cette semelle que nous appelons la semelle sous poteau, puisque cette semelle va supporter les deux colonnes que vous allez placer à ces niveaux ici. Ça, j'ai pris seulement un exemple dans le cas où vous voulez construire un long bâtiment. Mais cela peut aussi impacter par rapport à un projet un peu complexe. Voilà, donc en quelque sorte, c'est ça. Voilà, donc c'est ce que je vais vous montrer, comment est-ce qu'on peut dimensionner ça rapidement sur Robot Structural Analysis. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer directement au niveau de logiciel. Donc je viens d'abord ici. Voilà, donc je vais cliquer, je viens ici, je prends d'abord un nouveau projet. Voilà, à partir d'ici maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais prendre donc conception des armatures d'éléments béton armé. Je clique là-dessus. Voilà ce que j'obtiens. Je vais cliquer à vide pour annuler la rotation. Voilà, à partir d'ici maintenant, je viens directement ici. Je vais prendre donc nouvelle semelle. Voilà, je vais cliquer sur nouvelle semelle. Voilà ce que j'obtiens. J'ai une semelle isolée. Alors, je vais chercher directement ici la forme de la semelle sous poteau. Voilà. Je vais cliquer ici. Je prends donc la forme des semelles sous poteau. Voilà ce que j'obtiens. Et puis, je viens appliquer directement ici. Une fois que j'applique, voilà, sa forme est là. Voilà. Sa forme est là. Voilà. Alors, concernant les dimensions, je vous avais dit précédemment. Alors, moi, lorsque je suis en train de faire une étude où je suis en train de dimensionner la semelle, c'est Robot Structural. Alors, avant de dimensionner ici, je fais d'abord les prédimensionnements de la semelle à la main. C'est-à-dire, je prédimensionne d'abord la semelle à la main, je mets ça à côté, et puis je vais lancer les calculs. Donc, je prédimensionne aussi à partir de logiciel robot, c'est-à-dire, je lance les calculs pour voir les prédimensionnements que le robot va me donner. Et à la fin, je vais comparer avec ce que moi, j'avais calculé à la main. Si l'écart n'est pas vraiment grand, je peux considérer tout simplement ce que le robot m'a donné. Mais s'il y a un écart, là, je peux prendre les prédimensionnements que je fais à la main. Je vais insérer ça sur Robot Structural. Et puis, je compare si ça passe. Et puis, directement, je peux aller exécuter les projets. Voilà, donc je peux vous conseiller de faire donc, ce que je suis en train de dire là. C'est très, 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 très important. Voilà, donc par rapport à notre cas ici, vous allez remarquer à ce niveau ici, je n'ai pas tenu compte de tout ce que vous voyez ici, les dimensions que vous voyez ici, puisque ce n'est pas complet. Voilà, je ne tiens pas compte de ça. Alors, comme je n'ai pas aussi prédimensionné, alors je suppose que c'est Robot qui m'a prédimensionné. Donc, je vais utiliser seulement les valeurs que vous voyez ici. Voilà, donc je prends ces valeurs par défaut. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Si par contre, moi, j'avais prédimensionné et que je vais insérer mes propres valeurs, là, je pouvais soit insérer ça directement ici, et puis je viens fixer ça ici. Quand je fixe, c'est-à-dire que je ne veux pas que le robot puisse modifier ce que moi, j'ai introduit. C'est-à-dire là, j'impose directement le logiciel RoboByte de calculer la semelle avec les dimensions que moi, j'ai insérées. Voilà, alors comme je suis en train d'utiliser les dimensions que le robot m'a données, ça ne sert à rien de fixer ici. Je vais décocher ici. Voilà, et puis j'applique. Voilà, ici, c'est justement pour définir l'excentricité de la colonne par rapport à la semelle. Voilà, donc vous avez la possibilité de vérifier sur ma chaîne. Vous allez voir que j'ai déjà traité les cas de semelles excentrées à gauche, tout comme excentrées à droite. Donc, prière de vérifier ça. Vous allez essayer un peu de revoir ça. Vous allez voir, c'est vraiment très, très, très important. Voilà, et puis, qu'est-ce que je fais maintenant ici? À ce niveau, je peux fermer. Je n'ai rien modifié ici. Voilà, et puis je viens ici. Je vais prendre d'abord phi ici. Voilà, à partir d'ici maintenant, type de phi. Je vais prendre quel type de phi ici, ça dépend. Vous avez la possibilité de prendre soit plat. Si vous prenez plat, voilà la configuration de ce que vous aurez. Alors, si vous prenez par exemple sous poteau, voilà ce qui est bon. Voilà, moi je prends sous poteau avec voile BA. Tout comme vous pouvez prendre soit sous poteau tout simplement. Mais ça, c'est beaucoup plus utilisé lorsque vous faites par exemple la construction mixte, c'est-à-dire acier et béton. Alors, je prends tout simplement sous poteau et voile BA. Voilà, et puis je vais cliquer sur optimisation ici. Je vais prendre homothétique. Voilà, je prends homothétique ici. Et puis c'est bon. À ce niveau ici, reprise du moment par la longue ligne de redressement. Voilà, donc ça ne sert à rien de cocher ici. Je pouvais cocher ça si par contre je traitais un cas d'une semelle excentrée. D'une semelle excentrée, c'est-à-dire que nous le savons très bien que lorsque vous êtes en train de faire un projet et que vous travaillez, vous faites par exemple une semelle excentrée,
C'est-à-dire, pour que la semelle excentrée soit stable, il faudrait que vous puissiez donc placer au-dessus de la semelle excentrée plutôt, une longueur de redressement. C'est-à-dire que supposons que si on était en train de traiter une semelle excentrée, c'est-à-dire que là, je pouvais soit cocher ici, reprise du moment par la longueur de redressement, et puis je vais maximiser tout simplement les pourcentages ici. Voilà, donc je pouvais mettre soit 100%, c'est justement pour diminuer la charge que notre semelle va supporter. Voilà, donc j'ai déjà traité ce genre de cas. Vous pouvez tout simplement vérifier la longueur de redressement que j'avais déjà traité sur ma chaîne YouTube, mais aussi la semelle excentrée. Voilà, donc je vais décocher ça, je clique sur appliquer et je ferme. Voilà ce que j'ai. À partir d'ici, maintenant, je peux passer directement au paramétrage. Vraiment, c'est simple. Voilà, je viens premièrement ici, paramètres de l'étage ici. Voilà, donc je peux laisser ça comme ça par défaut. Mais déjà à ce niveau, rien que par ce tableau, je comprends directement que je suis en train de faire les projets par une autre méthode. Ce n'est pas la norme Bael. Ça, c'est une autre norme. C'est une autre norme, plutôt, ce n'est pas la norme Bael. C'est une autre norme ici. Donc, je suis en train de travailler en HeroCode. Ou voilà, donc ici, béton, première classe, tout là. Voilà, ça, c'est la construction métallique. La construction métallique, tandis que moi, je suis en train de faire un cas tout simplement d'une semelle en béton armé, une semelle BA. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je suis censé premièrement de changer d'abord la norme pour avoir la norme Bael, puisque vous le savez très bien que Robot Structural Analysis travaille avec presque toutes les normes, beaucoup de normes. Vous pouvez travailler avec HeroCode, travailler avec la construction métallique, tout comme Bael. Alors, je vais changer d'abord la norme ici, je ferme. Je viens ici, je vais prendre d'abord Outils. Je prends préférence de la tâche ici. Voilà, je vais cliquer sur norme de conception. Voilà, je clique d'abord ici. Voilà, béton armé. Voilà ce que j'avais dit. C'est pas la norme Bael. Et puis je clique ici. Je prends directement Bael modifié 99. Voilà, et puis géotechnique ici. Je vais prendre la norme DTI 13.12. Ce qui est très très important. Ça me permet directement d'introduire les contraintes des sols facilement sans difficulté. Voilà, et puis qu'est-ce que je fais ici? Je clique sur OK. Voilà, là maintenant c'est bon. Et puis je vais rentrer d'abord ici, je rentre sur semelle. Je vais rentrer sur semelle ici. Voilà, je vais rentrer d'abord sur semelle. Voilà, qu'est-ce que je fais ici? Une fois j'ai confirmé la norme. Voilà, étant donné que la norme est déjà corrigée, je viens ici, je vais rentrer ici, je prends paramètres de l'étage ici. Voilà, niveau des codes du niveau ici, ça sera donc nil. Fissuration, je peux prendre P préjudiciable. Voilà, je laisse P préjudiciable. Agressivité des milliers, je considère que c'est un millier non agressif. Tenu au fait, je laisse comme ça par défaut. Et puis je viens ici, je vais prendre maintenant option de calcul. Je clique sur option de calcul ici. Qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà, poinçonnement ici des cisaillements. Les coefficients de sécurité ici, ça varie. D'autres personnes utilisent 1.25, mais moi je prends par défaut 1. C'est bon, je vais prendre maintenant béton ici. Voilà, à partir d'ici, je prends béton 20. Poids volumique, je vais prendre 2500. Voilà, diamètre du granulage, je laisse 20. Acier longitudinal, je prends haute adhérence 400. Les choix de l'acier ici, je prends barre des 12 et barre des 14. Ça dépend, je vais prendre barre des 12 et barre des 14. Acier transversal ici, je sais que c'est pour les cadres, haute adhérence 400. Je prends barre des 6. Je viens ici, armature additionnelle, prends la même section que l'acier longitudinal. Donc je vais prendre barre des 12 et 14. Je clique sur OK. Et puis je prends directement disposition de ferraillage. À partir d'ici, section première ligne ici. Voilà, je laisse d'abord comme ça les espacements, je laisse ça par défaut. Diamètre automatique. Donc je peux confirmer soit diamètre 2, donc je prends 12 partout. Je clique sur avancer ici. Acier supérieur ici, tout est bon. Voilà, je vais cliquer sur Phi ici. Voilà, sur Phi ici, vous avez la possibilité de faire les choix. Mais souvent, lorsque vous faites les choix à partir d'ici, lorsque vous allez lancer les calculs, le plan d'exécution que vous aurez ne sera pas vraiment clair, puisque le Phi va vous empêcher de faire directement une bonne lecture de vos valeurs. Alors, je peux vous conseiller soit de ne pas faire les choix ici,
mais vous avez la possibilité de compléter même les armatures diffs à partir des RoboByte. Donc dès que vous travaillez ici et que vous terminez, vous avez déjà le plan d'exécution. Vous pouvez directement importer les plans d'exécution sur AutoCAD plutôt. Et puis à partir de là, vous avez la possibilité de modifier tout sur AutoCAD. Soit je peux faire soit le premier choix, je prends premier choix, tout comme deuxième choix. Voilà, je peux prendre deuxième choix. Et puis barre d'attente ici, qu'est-ce que je fais ici? Liaison poteau voile automatique, oui, je peux prendre oui. Diamètre, je laisse toujours automatique, tout comme je peux prendre 12, ça dépend. Voilà, nombre d'attente, non, barre d'attente 4, je peux laisser d'abord comme ça, je verrai ce que le robot va me proposer. Et puis je pourrai modifier soit après. Je clique sur type, c'est bon, je peux prendre la forme ici. Voilà, la forme des crochets ici. Voilà, dans la forme des crochets, ça dépend, je peux d'abord laisser comme ça. Ou alors vous pouvez directement faire les choix. Voilà, donc je vais décocher ici. Je mets 5 cm, je vais prendre... Comment je fais? Je prends ça. Voilà, et puis je vais cliquer sur OK. Voilà, et puis qu'est-ce que maintenant? Ça reste quoi? Ici, je viens définir dimension. Ça ne sert à rien puisque j'ai déjà les dimensions ici. Une fois que vous cliquez, voilà, j'étais déjà là, je ferme. Et puis je viens maintenant ici pour définir directement la charge. Définir charge ici. Voilà, je clique ici. Voilà. C'est ce qui est beaucoup plus important, c'est définir charge. À ce niveau ici, vous allez voir que comme nous sommes en train de dimensionner directement donc notre semelle sous poteau, voilà, donc je peux introduire directement mes valeurs ici. Ça dépend de ce que moi je vais considérer. Voilà la configuration que vous voyez ici, c'est ce que je vous avais montré ici. Voilà, donc ça c'est la descente des charges par rapport à la première colonne. Ça c'est la descente des charges par rapport à la deuxième colonne. Donc c'est à dire que ce sont des efforts normaux. Voilà, donc à partir d'ici, vous avez la possibilité de voir ça ici. Donc, c'est ce que je vous avais montré ici. Voilà, ça, ici, vous avez donc N1. De l'autre côté, vous avez N2. Voilà, c'est ce que vous voyez également ici. N1 et puis N2. Voilà, mais concernant maintenant les valeurs ici, ça dépend. Alors, on peut faire ceci, on peut prendre des valeurs forfaitaires, calculer avec ça, et nous allons voir ce que ça va donner. Voilà, donc je peux rentrer ici. Alors, je peux considérer que, je considère par exemple, N1 est égal, je peux prendre combien? Je prends, donc N1 est égal à, je prends, par exemple, je peux prendre, donc 120 kN. Voilà, je considère 120 kN comme la valeur de N1. Et puis ici, N2, je peux prendre 150 kN. Voilà, ça 50 kN, je peux prendre ça comme ça. Ou alors je peux prendre 120, mais je préfère différencier ça. Je prends ça 50 kN. Voilà, donc je suppose que c'est ça la descente des charges, l'effort normal par rapport à NI et l'effort normal par rapport à N2. Voilà. Alors, à partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux soit directement ajouter ici. Alors, je clique ici pour ajouter. J'ajoute ça directement, c'est déjà introduit. Voilà, donc vous avez la possibilité de vérifier ça ici. Suivant fx ici, c'est 0,0, tout comme vous avez la possibilité d'insérer si vous voulez. Voilà, donc le N1 que j'ai introduit est là, N2 aussi est là. Voilà, donc je laisse ça comme ça par défaut par rapport à notre configuration du projet. Voilà, et puis maintenant qu'est-ce que je fais ici? Je peux fermer ça. J'ai déjà inséré les valeurs et puis je ferme. Voilà, et puis maintenant qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je vais prendre donc définir donc sol. Ici, maintenant, nous sommes au niveau du cours de mécanique des sols. Voilà, à ce niveau ici, vous avez la possibilité d'insérer justement la stratification des sols. Voilà, donc si par exemple, vous avez fait par exemple des essais, ou alors des essais par exemple in situ, bien des labos, tout ce que vous voulez là, vous avez la possibilité d'insérer tout simplement dans vos caractéristiques du sol ici. Voilà, par rapport à ces cas, on suppose que je suis en train de supposer que nous avons déjà la contrainte du sol. Voilà, nous avons la contrainte du sol. Donc, si par contre vous avez déjà la contrainte du sol, vous pouvez soit insérer, donc, insérer directement vos couches de sol ici. Et puis, vous allez directement définir, introduire la contrainte du sol à partir du géotechnique. Mais si par contre vous ne savez pas la contrainte du sol, par rapport à ces cas, je vais supposer qu'on ne connaît pas la contrainte du sol.
Donc nous allons calculer la contrainte du sol à partir des robots structural analysis. Voilà. Comment je vais faire pour calculer directement la contrainte? Vous allez voir que lorsque nous allons lancer les calculs, dans notre note de calcul, c'est le robot qui va me donner la contrainte du sol par rapport à ces projets. Donc, je vous avais montré précédemment comment est-ce qu'on peut faire pour insérer, pour calculer la contrainte du sol sur robot structural. Comment il faut procéder? Supposons que je suis devant un client qui n'a pas assez d'argent, mais il veut quand même construire et qui me demande est-ce que l'ingénieur n'a pas possibilité de me construire un projet, un bâtiment par exemple R+5, mais je n'ai pas l'argent pour vous donner afin de faire des passer au niveau des labos pour faire l'essai. Alors étant ingénieur, je ne peux pas refuser, je peux accepter. Mais une fois que vous acceptez, maintenant, vous pouvez faire ceci. Vous descendez au terrain pour essayer un peu de faire les essais in situ. Vous essayez un peu de creuser, peut-être à une profondeur quelconque, pour essayer un peu de voir en fait les couches, les différentes couches du sol que vous avez en place. Supposons par exemple ici, première couche du sol ici, on a par exemple les sables. Voilà, donc on a par exemple, je vais prendre le sable grave lâche, donc comme dans la couche des surfaces. Donc je viens ici, je prends premièrement, dans la couche des surfaces, j'ai les sables grave lâche. Alors, deuxième couche, à une profondeur par exemple de 1 mètre, j'ai des sables, par exemple, je peux prendre quel sable? Sable et grave compacté. Donc sable et grave compact à une profondeur de 1 mètre. Et en allant à une profondeur de 2 mètres, j'ai de l'argile. Je peux prendre ici l'argile et limo ferme. Voilà, donc je suppose que je suis en train de faire un projet dans un terrain où la stratification du sol plutôt est là. Donc j'ai 3 différents types de couches de sol. Je viens d'introduire ça directement ici. Une fois j'introduis ici, alors je viens également ici. Alors supposons également que je suis en train de faire un projet dans un terrain où par exemple, les niveaux du fond de fouillis est à une profondeur, par exemple, de 1 mètre. Donc, je viens ici. Voilà. Donc, ça sera moins 1 mètre. Donc, je vais insérer moins 1 mètre. Voilà comme niveau du fond de fouillis. Voilà. Maintenant, niveau d'eau ici, je suppose que je suis en train de faire un projet dans un terrain margagé. Par exemple, comme en Boudi ou partout où nous avons des terrains margagés. Maintenant, je suppose que le niveau le plus haut des eaux et à une profondeur par exemple, je prends à une profondeur, je peux prendre combien? À une profondeur par exemple, je prends donc des 0,80. Voilà, des 0,80. Et niveau d'eau les plus bas, et à une profondeur, je prends par exemple des 0,40. Donc c'est la moitié. Voilà, 0,40. Vous allez observer, là je vais calculer la contrainte du sol. Voilà, des 0,40. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? La stratification du sol ici, vous avez la possibilité d'insérer même les noms si vous voulez. Si vous voulez, donc ça dépend de vous. Je peux soit écrire quel nom, la stratification du sol je prends. Par exemple, j'écris tout simplement Mboudi. Je suppose que je suis en train de le projet. Voilà, donc là, bon, soit je n'écris rien puisque je n'ai pas encore chargé. Voilà, donc je laisse ça comme ça. Une fois tout est modifié, et puis, qu'est-ce que j'ai fait maintenant ici? Je viens appliquer directement ici. J'applique. Une fois j'applique, vous allez observer les dessins. J'applique. Voilà maintenant la configuration. C'est que je viens d'obtenir. Maintenant, ici, je viens de terminer du côté donc sol. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Je vais maintenant calculer la contrainte du sol. La contrainte, je ne vais pas calculer ça ici. Et puis, à partir d'ici, maintenant, je peux fermer. Je ferme. Et puis, je viens maintenant ici. Je prends maintenant cette fois-ci option géotechnique. Voilà, cours de géotechnique. Voilà, à partir de là maintenant, vous avez toutes les vérifications que nous avons souvent l'habitude de faire, glissement, renversement, tout là. Le coefficient ça varie, on prend souvent 1.25 ou 1. Je laisse comme ça par défaut 1, 1, 1, c'est bon. Pour avoir beaucoup plus la sécurité, je viens directement ici, je prends contrainte. Voilà, au niveau de la contrainte maintenant, c'est ici où il faut avoir beaucoup plus la précision pour calculer la contrainte. Dans notre cas, nous sommes en train de dimensionner une semelle. On a supposé que la contrainte du sol n'est pas connue. Voilà, donc étant donné que la contrainte du sol n'est pas connue, pour que les logiciels robot structural analysis puissent me calculer la contrainte à fonction de la stratification du sol que moi j'ai introduit. Voilà, je peux vous montrer ça une fois de plus. Voilà,
tout ce que moi j'ai introduit. Donc, c'est-à-dire que le logiciel va me calculer la contrainte en fonction de ce que moi j'ai introduit ici, comme nature du sol, mais aussi les paramétrages que moi j'ai insérés au-dessus là. Voilà, donc, je reviens ici, je prends option géotechnique, je prends contrainte. À partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je dois faire ici? Je suis censé cocher tout simplement laboratoire. Voilà, une fois que je vais cocher laboratoire, ici, vous allez voir que tout est figé. Je n'aurai plus la possibilité de modifier ici. Donc, c'est-à-dire que le logiciel robot étant intelligent, connaît directement que les échantillons, donc c'est-à-dire que les différentes couches de sol que moi j'ai introduit, robot a considéré ça comme les échantillons que moi j'ai importés au niveau des laboratoires. C'est-à-dire maintenant c'est au niveau des laboratoires qu'il faut calculer la contrainte du sol. Donc je suis censé tout simplement cocher dans laboratoire ici. Méthode de calcul, je prends laboratoire. Voilà, mais si par contre vous aviez déjà une contrainte que vous voulez insérer, là je ne pouvais pas cocher laboratoire. Je devrais plutôt venir ici, prendre pressiométrique des contraintes. Voilà. Et à partir d'ici, maintenant, je devais cliquer sur admissible. Je prends ELI. Je pouvais directement introduire la contrainte du sol à partir d'ici, aussi longtemps que la contrainte est connue. Et là, je n'allais pas soit modifier la stratification du sol. Là, je modifie au niveau des sols. Voilà. Dans notre cas, ce n'est pas connu. Donc, je vais décocher d'abord ça. Je rentre ici, je prends laboratoire. J'ai pris tout simplement laboratoire au niveau de option géotechnique. Et puis, je vais cliquer sur OK. Voilà, c'est tout. Je sais que quand je vais lancer les calculs, c'est le robot qui va me calculer la contrainte du sol. Et je vais vous montrer ça. Voilà, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux rentrer ici. Ça, c'est déjà pris. Et plan d'exécution, tout est bon. Je peux maintenant lancer les calculs. Mais avant de lancer les calculs, je vais venir d'abord ici. Je vais prendre analyse. Je prends paramètres de dessin. Comme on avait fait, je vais cocher nombre plus diamètre, longueur, espacement, tout là. Je vais prendre ici nombre de pièces et puis type d'acier. Je clique sur OK. Et puis, je vais lancer les calculs. Je lance les calculs. Je vais patienter. Voilà, directement, je viens de calculer. Je viens directement de calculer. Je viens d'obtenir directement le plan d'exécution. Voilà, le plan d'exécution est là de ma semelle. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, à ce niveau ici, je n'ai pas de commentaires à faire concernant peut-être l'analyse des résultats. Donc, vous avez la possibilité de faire ça correctement, puisqu'à plusieurs fois, je vous ai montré comment est-ce qu'on peut analyser directement les résultats. Vous avez la possibilité de modifier, de corriger tout ce que vous voulez. Par exemple, à ce niveau, voilà, je peux vérifier d'abord l'espacement ici. Voilà, l'espacement. Voilà, donc si vous voulez par exemple changer, modifier l'espacement, je peux soit rentrer ici, je prends armature, disposition de ferraillage. Voilà, je prends ça, tout là. Voilà, les crochets que j'avais introduits, je prends ça. Voilà, je vais prendre d'abord, je prends barre, béton, armature. Je ferme, je prends disposition de ferraillage. Voilà, à ce niveau ici, je peux même fixer ça. Je prends par exemple 15-15 partout. Ici également, je mets 15-15. Je vais voir d'abord ce que robot va me donner. Je clique sur OK. Et puis, je relance les calculs. Voilà. Donc là, je viens de calculer. Voilà, espacement. Ici, espacement de mes barres ici. Et de 13. Et de 15 cm, 15 cm. 15 cm, 15 cm. Donc ici, j'aurai donc 13 barres espacées de 15 cm, 15 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, donc c'est 13 fois 15. Donc ça, c'est le nombre. Ça, c'est l'espacement. Ici, j'aurai 5 barres espacées de 15 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est le nombre. Ça, c'est l'espacement. Donc, vraiment, c'est clair. Ce que vous êtes en train de voir ici, c'est le fil. C'est les fils qu'on avait donc choisi. C'est comme je vous avais montré là. Donc, ça va combler un tout petit peu les dessins. Alors, pour enlever ça, c'est simple. Je peux rentrer ici. Voilà, je peux enlever ça pour mettre ça sur AutoCAD. Je prends donc ça. Je peux masquer les fils. Une fois que je clique comme ça, c'est masqué. Je clique sur OK. Je relance les calculs. Vous allez voir maintenant dans le plan d'exécution. Voilà, je viens directement d'enlever les fils. Voilà, donc je viens d'enlever les fils. Là, le dessin est clair.
vous avez la possibilité de bien voir les dessins. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici à ce niveau? Aussi longtemps que je viens d'obtenir déjà le plan d'exécution, je peux venir ici, je clique sur Armature ici. Voilà. Alors, je vais vérifier d'abord la contrainte que robot m'a calculée. Si la contrainte est de combien. Donc, pour voir ça, c'est simple. Je viens ici. Je vais prendre semelle isolée, note de calcul. Je clique. Je commence d'abord par vérifier la contrainte. Vous allez voir au niveau de la note de calcul, tout est en noir. Si vous avez des messages en rouge, c'est-à-dire qu'il y a eu une erreur qu'il faut corriger. Il n'y en a pas, donc tout est correct, tout est bien fait. Voilà, donc c'est juste question de lire ça. Voilà, vous avez même sous forme de devis quantitatif ici. Voilà, donc vous pouvez, même pour faire les devis, c'est pour ça que d'autres personnes disent que le robot aussi fait les devis. Absolument, c'est simple, puisque donc, le robot en fait fait donc le devis estimatif, donc quantitatif. Puisque déjà avec ça, vous avez la possibilité tout simplement de multiplier par le nombre. Si par exemple ça c'est pour la colonne, vous multipliez ça par le nombre de colonnes et puis vous mettez directement le prix unitaire. Donc vraiment c'est simple, c'est facile. Voilà, donc je viens ici, je vérifie la contrainte. Voilà, à ce niveau, je vais vérifier d'abord la contrainte ici. Je cherche la contrainte que robot a calculée ici. Voilà, voilà la contrainte que robot m'a calculée. Voilà, donc la contrainte calculée dans les sols. Voilà, donc c'est justement dans la contrainte que dans les projets, dans la semelle que je viens de dimensionner, la semelle sous poteau, je l'ai dimensionnée avec une contrainte de 0,28 mégapascal. Donc vraiment c'est très facile. C'est pour dire que si un ingénieur refuse de faire un projet ou un architecte refuse de faire un projet, puisque le propriétaire n'a pas l'argent pour faire l'essai au niveau des laboratoires, en tout cas je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Puisqu'avec le logiciel Robot Structural Analysis, c'est facile de calculer la contrainte. Donc voilà, là je viens de calculer la contrainte et là, voilà, contrainte, donc c'est bien écrit d'ailleurs au niveau du sol. Contrainte calculée dans le sol. Voilà, donc tout est là, tout ce que j'ai introduit est là. Voilà, donc au niveau de la nappe phréatique, nappe maximum que j'avais introduit, c'était 0,8, nappe phréatique maximum, nappe phréatique mine et de 0,40, c'est que j'avais introduit. Niveau de fond de fouille est de moins 1 mètre. Voilà, niveau max de la semelle 0,0, niveau du sol 0,0. Voilà, la stratification des sols, c'est que j'avais introduit. Vous avez ici premièrement, première couche, nous avons donc sable et grave lâche. Dans quel niveau? Donc au niveau de la partie supérieure 0,0, épaisseur 1, poids volumique, c'est déjà calculé, il a tout calculé. Donc vous avez tout, poids volumique unitaire, vous avez tout. Angle de déformation interne, c'est aussi calculé. La cohésion 0. Nous le savons très bien que au niveau du sable, il n'y a pas la cohésion, c'est 0. Voilà, donc c'est bon. Ici également la cohésion c'est 0. Mais vous allez remarquer au niveau de l'argile, c'est là où nous avons la cohésion et de 0,02 mégapascal. Donc vraiment tout est calculé. Combinaison de tout est là. Voilà. Donc et après vous avez la possibilité aussi de vérifier le plan d'exécution, plan de ferraillage plutôt. Je peux faire ceci, je ferme. Voilà le plan de ferraillage. Le plan de ferraillage est là. Je peux cliquer ici. Voilà. Le plan de ferraillage est là. Alors si vous voulez par exemple ajouter les crochets, vous pouvez donc rentrer tout simplement ici. Je peux rentrer ici. Je rentre ici. Je prends ça. Je prends aussi, bon, je peux prendre 90. Je prends aussi ça. J'applique et je relance. Voilà. Je relance et puis je viens ici. Voilà. Donc je viens de renverser ça. Voilà. Je prends 90. OK. Je relance. Voilà. Et puis je rentre ici. Voilà. Donc là, je viens d'obtenir directement même les crochets. Alors, si vous voulez aussi ajouter les armatures du fil que j'avais enlevé, c'est juste question de rentrer ici. Vraiment, c'est comme un jeu d'enfant. Je prends par exemple ça. Je fais ces choix. Je relance les calculs. Voilà. Et puis, je rentre ici. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de vérifier ça comme ça. Voilà. Donc, vraiment, c'est facile. Alors, pour voir aussi les résultats, analyser les résultats, voilà. Ici, vous avez aussi le diagramme des contraintes au niveau du sol. Diagramme des contraintes du sol ici et là.
Vous avez les coefficients, tout là, ça c'est le diagramme des contraintes au niveau du sol. Donc vous avez tout est là. Voilà, donc je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation de ce soir. Donc si vous avez des préoccupations, nous venons de traiter donc de dimensionner une semelle sous poteau. Voilà, c'est que nous venons d'obtenir. Alors si vous avez des préoccupations, des questions, posez-moi, je vais directement répondre par rapport à toutes vos questions. Merci de votre disponibilité, passez une excellente soirée, au revoir.